Merci à tous d'être présents. On a une double chance aujourd'hui. D'abord, on est dans une salle climatisée, ce qui est quand même pas rien à Aix-en-Provence lors des rencontres. La deuxième chose, c'est qu'on est encore tous très frais. La matinée ne fait que commencer, donc on n'a pas encore 250 concepts à la seconde à intégrer. Donc on va pouvoir se concentrer sur notre session. L'État peut-il tout décider? Et c'est Pierre Doquès qui a coordonné du Cercle des économistes l'ensemble de ces travaux. Et vous verrez qu'il ne pouvait pas mieux choisir cette thématique, puisque l'actualité, comme souvent d'ailleurs avec Pierre, est venue le rejoindre. Elle lui a couru après. Oui. C'est ça, voilà. Il m'a dit qu'il avait tout prévu d'ailleurs très longtemps à l'avance, puisque ce thème a été choisi bien avant les résultats que tout le monde connaît et qui étaient commentés par nos camarades dans une autre salle pas voisine de la nôtre. Donc, pour débattre de ce thème qui devient un thème absolument central et qui le sera certainement, en tout cas en France, pour les Français qui sont dans la salle lors de la consultation présidentielle qui s'approche. Donc, nous avons autour de la table Jean-Charles de Lasteyrie, qui est juste à côté de moi, Eduardo Gouveia, Jean-Charles de Lasteyrie qui est le cofondateur avec René Ricol, je crois, c'est ça, voilà, d'un grand cabinet qui fait de l'audit. Eduardo Gouveia Vieira, qui arrive de Rio, c'est le président de la Fédération des industries de l'État de Rio de Janeiro. Madame Pervenche Berès, qui est députée européenne, que tout le monde maintenant connaît, ne serait-ce que pour son engagement européen. Patrick Hubert, Clifford Chance, grand cabinet juridique d'origine britannique, si je ne m'abuse, mon cher Patrick, c'est ça? Oui, et oui, lui, il a fait plutôt de l'expansion vers le continent. L'expansion vers le continent. Et le continent va le sauver maintenant. Nicolas Decane de l'Atlantic Council et puis Pierre Doquès. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet parce que je sais que vous, d'abord, ce sont les intervenants qui sont importants et ensuite, ça va nous permettre de garder un petit peu de temps pour pouvoir débattre, dialoguer, échanger avec vous et approfondir tous les thèmes qui auront été traités autour de cette table ronde. Donc, Pierre, on ouvre le feu. Parfait. L'État peut-il tout faire? Alors, une réponse, il faut tout de suite y aller. Il faut donner une réponse. La réponse est oui. Seulement, c'est pas drôle. Si jamais il essaye d'en faire trop, on connaît l'histoire et ça devient dramatique. Je vais commencer par vous raconter un mythe. Un mythe qui a eu un rôle extrêmement important lorsqu'il s'agit de déterminer ce qu'est la science économique, l'économie politique, et une opposition finalement entre deux économies. Ce mythe, c'est celui de l'état de nature et celui des sauvages. Et je vais commencer avec Adam Smith, parce que quand il est question d'État, c'est très intéressant de voir comment il le pensait. Et ce mythe, c'est celui de sauvages, des Indiens en fait, un mythe qui courait depuis le XVIe siècle, qui, réunis en un lieu, se mettent à troquer entre eux, chacun poursuivant son propre intérêt. Et ils y parviennent parfaitement. Grâce à ce troc, la division du travail fonctionne, la productivité augmente, les échanges foisonnent, finalement se constitue ce qu'on peut considérer comme le meilleur des mondes possibles. On est à cette époque optimiste. Bien entendu, tout repose sur l'idée que lorsque les individus poursuivent un but égoïste, leur intérêt propre, eh bien l'intérêt général s'en trouve conforté. 125 ans plus tôt, on avait déjà les mêmes sauvages, les mêmes Indiens. Et cette fois, c'était sous la plume de Thomas Hobbes. Et bon, les Indiens, les sauvages, essayaient de troquer. Ils y arrivaient de temps en temps. Mais entre eux, la défiance était totale. Si bien que jamais personne ne tournait le dos à l'autre par peur de recevoir un coup de couteau. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, comme l'écrit dans une formule célèbre Thomas Hobbes, la vie des hommes était solitary,
poor, nasty, British and short. C'était la guerre de tous contre tous. La seule façon d'en sortir, c'était l'État. C'était l'État, non pas qu'il soit sans importance pour Smith. L'État était simplement un supplément d'âme. Et on a donc deux conceptions qui vont constituer deux courants fondamentaux de l'économie politique. Le courant dominant à partir de Smith, ça va être le courant du laisser-faire. Et bien entendu, à l'arrière-plan, il y avait le courant de Thomas Hobbes, centré sur le rôle fondamental de l'État. Passons quelques décennies, siècles même, et John Maynard Keynes écrit en 1926 un article très important qui s'appelle « The End of Laissez-faire », la fin du laisser-faire. C'est une rupture. C'est une rupture, surtout que Keynes, comme il s'est lui-même défini, est un libéral, il est typiquement un Whig. Et il se pose la question, premièrement, de savoir si les intérêts individuels convergent toujours vers un équilibre qui soit le meilleur possible. Et sa réponse est non. Et de ce point de vue, il se trouve du même côté que Thomas Hobbes. Bon, et il se demande quels seront, quels doivent être ce qu'il appelle les agendas ou non-agendas de l'État. Et il donne une réponse sur laquelle il faut que nous réfléchissions parce qu'elle est extrêmement intéressante. Et la réponse du libéral Keynes est la suivante. L'État n'a pas à intervenir à la place des individus. Il n'a pas à intervenir pour faire, comme il le dit, un peu plus, un peu mieux ou un peu moins bien que les individus. Il a à intervenir là où les individus ne peuvent pas intervenir. Il n'a pas à intervenir, donc, dans ces petites affaires qui sont les nôtres. Et quels sont, dès lors, les points où les individus ne peuvent pas agir, où l'agenda de l'État est essentiel? Eh bien, la réponse est directe et simple aussi. Le rôle de l'État, c'est la coordination. Et comme on le montrera plus tard, revenant d'ailleurs sur les thèses de Hobbes, lorsqu'entre les individus, les informations divergent, et lorsqu'entre les individus, les intérêts divergent, lorsque les deux sont réunis, alors il est tout à fait possible qu'il y ait une convergence vers un mauvais équilibre. Et en particulier, le dilemme du prisonnier est le cas archétypal du mauvais équilibre qui risque d'être atteint. Et l'État doit donc intervenir pour imposer cette coordination. De fait, il y a deux types de coordination possibles, bien sûr. Soit une coordination, la coordination pure, c'est simplement lorsque les informations divergent. Mais lorsque les intérêts divergent, il faut une coordination autoritaire. Bon, on en voit les différences. La coordination pure, en quelque sorte, à son sommet, c'est le chef d'orchestre. Pour ceux qui vont à l'opéra, on voit quand même le rôle essentiel d'un chef d'orchestre. Mais il n'a pas à donner l'autorité. Lorsque les intérêts divergent et que la convergence se fait vers un équilibre de mauvaise qualité, il faut aussi ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Bien. Ceci dit, pendant longtemps, après John Maynard Keynes, la coordination a été réalisée par l'État dans le cadre de l'État-nation. Et puis il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, ça a été une remontée très forte de la mondialisation, et ça a été la constitution d'entités plurinationales. Et bien entendu, dans ces situations, on se retrouve en quelque sorte dans un état de nature. Et à l'échelle mondiale, on est dans un état de nature, certes moins tragique que celui de Hobbes, heureusement, pour le moment en tout cas, mais
tragique quand même, et où la compétition est dure, et où serait nécessaire qu'il y ait une coordination. Cette coordination, malheureusement, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'entité pour cela. Et nous allons voir maintenant comment on peut se débrouiller, en quelque sorte, dans une situation où aucune agence globale réalise cette coordination. Merci Pierre. On va évidemment, Pierre vient de nous ouvrir évidemment les voies qui vont tout à l'heure, je suis sûr, participer du débat et cette coordination dont tout le monde parle et que tout le monde espère. C'est Sœur Anne pour l'instant, mais il y aura bien quelqu'un avec une bonne lunette pour la retrouver. Et peut-être que Patrick Hubert va nous dire, lui il est avocat, donc il sait ce que c'est que la dimension régalienne de l'État, puisqu'il aide à certains des arbitrages, que ce soit sur le plan social, mais aussi économique, bien sûr. Alors, il va nous donner un petit peu sa vision du rôle de l'État dans ce type d'affaires. Alors, j'ai bien écouté ce que Pierre nous a expliqué, et je crois que j'ai deux divergences. La première, c'est que comme ça, hein. Je ne pense pas que l'économie mondiale aujourd'hui fonctionne dans un état de nature. Nous ne sommes pas comme dans les mondialisations précédentes, ou les supranationalisations précédentes, où à l'échelle de l'économie dépassant l'échelle des États, on avait la lex mercatoria et des traités bilatéraux, tout ça fonctionnant dans un état de nature. Et ma deuxième divergence, c'est que, comme vous, je pense qu'il faut s'intéresser fondamentalement aux auteurs britanniques, mais je préfère aller plus loin dans le temps et regarder ce que disait Henry de Bracton plutôt que les auteurs relativement récents que vous avez cités. Donc c'est un jurisconsulte du XIIIe siècle qui a établi ces distinctions très intéressantes dans l'analyse de l'État entre jurisdictio et gubernaculum. Et je vais tordre un peu ces concepts. Après, à la pause café, je pourrais vous dire ce qu'il a dit vraiment. Mais la juridiction, en gros, c'est un système de droit. Et le gubernaculum, c'est en réalité la capacité de l'État de contraindre, la capacité d'agir. Impôts, budget, police, armée. Il y a ces deux choses dans l'État, selon Henry de Bracton. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus tout à fait ces deux choses dans l'État. Au niveau mondial, par rapport à la mondialisation précédente, celle de la fin du XIXe siècle, nous avons des traités multilatéraux, beaucoup plus que des traités bilatéraux. Et nous avons dans la plupart de nos États des juges qui font prévaloir ces traités sur les législations nationales. Nous avons une convention sur les droits de l'enfant qui va s'appliquer directement, qui donc va impacter, y compris les entreprises, si un juge a à confronter une convention sur les droits de l'enfant avec tel ou tel point. Donc ça va à la fois contraindre les acteurs économiques et contraindre les États dans leur propre activité juridique. Je pense qu'on a, en partie, dans le monde, haussé le niveau de la juridiction, du niveau national vers un niveau mondial, et en Europe, on l'a fait alors de façon radicale. Pour ce qui est du gubernaculum, là, évidemment, c'est beaucoup moins convaincant. On a des éléments de contrainte au niveau mondial. On a l'ONU qui intervient dans un certain nombre de crises. Ou alors, sur un plan plus technique, on a les panels de l'OMC. Donc il y a bien des éléments de contrainte mondiaux qui s'appliquent sur les États ou parfois directement sur des acteurs non étatiques. En Europe, on a à peu près le même système. L'Union européenne, c'est essentiellement une juridiction, mais avec, c'est vrai, un élément de contrainte très fort sur les États. C'est ça qui fait une différence importante. On n'a pas vraiment un gubernaculum européen. On a le droit de la concurrence, où là, effectivement, on a l'Union, on a la Commission qui agit directement. La BCE, dans la régulation bancaire, ce sont des bribes de gubernaculum. Mais au fond, l'État, aujourd'hui, l'État national traditionnel, il n'est pas seulement limité dans son action par le fait qu'il est face à une économie qui le dépasse et donc des acteurs économiques qui le contournent, ou une concurrence entre États qui se font l'échelle de perroquet pour subventionner, baisser les impôts, polluer, etc. Ça c'est vrai, ça limite sa liberté d'action, ou du moins s'il agit n'importe comment, il y a des catastrophes qui se produisent, mais une autre limite, c'est celle que les États eux-mêmes ont créée en rehaussant
la juridiction à un niveau supranational de façon spectaculaire en Europe et de façon quand même relativement importante au niveau mondial, mais en gardant au niveau national le gubernaculum. Et je pense qu'un des problèmes, c'est la distinction entre les deux. En Europe, les budgets, l'impôt, l'armée, la police, tout ça, c'est quand même fondamentalement au niveau des États nationaux. Et je pense que ça produit des effets extrêmement négatifs. C'est-à-dire que grâce à cette force qu'ils ont, qui leur donne une très forte légitimité face à leurs citoyens, les États nationaux trichent par rapport à la juridiction supranationale qu'ils ont créée, les déficits français, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, évidemment, les peuples ne comprennent pas. C'est trop compliqué. Et à titre personnel, je pense qu'il faudrait, comme le dit souvent Jacques Attali, un gouvernement mondial avec véritablement les éléments du gubernaculum qui seraient au niveau mondial. Malheureusement, je pense que, et ça c'est assez tragique, nous avons aujourd'hui un momentum politique qui est l'inverse de celui-là. C'est un momentum vers le repli vers le national, alors que l'économie n'a aucune chance. Suzanne Berger, hier, disait... Regardez, en 1914, à tout moment, une économie mondialisée peut se rapatrier vers le national. Mais moi, je ne le crois pas. Je ne pense pas que les mouvements technologiques que l'on voit aujourd'hui, et même imaginons qu'on arrive, je ne sais pas comment, à rapetisser ces économies au niveau national, eh bien, on continuerait à polluer la planète, on continuerait à détruire le climat. Donc, il y aurait toujours des phénomènes mondiaux qui existeraient, peut-être négatifs, mais ils seraient toujours là. Donc, je pense qu'on vit une situation tragique, qui est celle que nous avons besoin d'un gouvernement mondial, mais que les échecs du système que nous connaissons, et notamment les échecs qui sont dus à cette disharmonie entre juridictio et gubernaculum, font que les peuples ont un momentum politique totalement inverse. Et donc, nous avons véritablement un enjeu, un défi tout à fait considérable, dont on parlera peut-être dans les questions, parce que j'ai l'impression que j'ai épuisé mon temps de parole, non ? Absolument. Mais en tout cas, vous nous avez remonté le moral, puisque quand même il y a des mots très forts. On est dans le tragique et on va vers l'échec. Donc on va essayer de se remonter le moral un petit peu tout à l'heure, et vous répondrez peut-être d'une manière un peu plus encourageante, en tout cas peut-être pas pour nous, mais au moins pour nos enfants et puis pour les jeunes étudiants qui sont venus nous Avec une minute de rejoindre. plus, j'y arrivais, mais voilà, c'est le problème. Ah oui, mais c'est comme ça, il fallait démarrer plus vite, c'est tout ça, c'est la course que nous menons tous face à cet impérium aussi. Hein. Bref, donc on va maintenant peut-être regarder avec Jean-Charles si il faut avoir un regard aussi tragique, ou est-ce qu'on peut se dire que certes l'État peut décider beaucoup, peut-être pas tout, peut-être... ou alors faut-il lui donner les clés du camion, comme on dit dans les écoles ? Écoutez, est-ce que l'État peut tout décider ? Je savais que la réponse de Pierre serait oui. Et du coup, je me suis dit, qu'il fallait soumettre cette réponse au doute scientifique. Et du coup, je me suis dit qu'il serait intéressant de tester la capacité de l'État de régler les questions les plus importantes, au moins les plus importantes. Et j'ai donc choisi d'illustrer cette question par la capacité de l'État de lutter contre le chômage, qui est manifestement la question la plus importante à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, quelques mots rapides sur les enjeux. Il y a en France 3,5 millions de chômeurs catégorie A, 10,5% de la population. Et au-delà du coût humain, évidemment le plus important, et le coût financier direct de ces 3,5 millions de chômeurs, c'est 80 milliards d'euros. Avec les coûts indirects, on dépasse largement les 100 milliards d'euros. Si on était capable de diviser ne serait-ce que par 2 le niveau de chômage, il est clair qu'on serait capable de résoudre la plus grande partie, voire tous, les problèmes financiers de la France. Est-ce que c'est impossible ? On est à 10,5%, l'Allemagne est à 4,7%, le Royaume-Uni, et encore avant le Brexit, à 5,4%. Et en France, c'est différent. À part quelques hirondelles qui ne font pas nécessairement le printemps, le chômage ne diminue pas en France. Depuis 3 ans, malgré la baisse du coût de l'énergie, malgré la baisse du coût du crédit, et malgré la croissance chez nos partenaires, qui devrait en principe nous entraîner. Et pourtant, le gouvernement actuel, comme le gouvernement précédent, avait fait de la lutte pour l'emploi leur priorité. L'un et l'autre avaient pris des mesures, et l'un et l'autre avaient sans doute la volonté de prendre les meilleures mesures possibles. Ils n'y sont pas parvenus. L'État a été impuissant.
Alors on peut débattre à l'infini du choix entre la politique de la demande et soutenir la consommation ou la politique de l'offre, aider les entreprises à être compétitives. À la fin de la journée, il faut bien reconnaître qu'il y a un principe fondamental, il n'y a pas d'emploi sans entreprise et il n'y a pas d'entreprise sans entrepreneur. Et donc si on veut créer de l'emploi, il faut donner aux entreprises et aux entrepreneurs le cadre dont ils ont besoin et dont les composantes sont en réalité bien connues. Stabilité juridique, un droit du travail réaliste, des charges sociales compétitives, une fiscalité motivante, des relations de confiance avec l'administration, y compris l'administration fiscale, et au-delà de tous ces éléments, surtout un consensus qui permette d'avoir la conviction que ce cadre permanent, il sera durable, et que le cadre favorable, il permet d'investir dans la durée. Est-ce que l'État est capable de décider ça ? Quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, en Allemagne, dans les années 2005, et dans une situation dont beaucoup d'aspects rappellent la France d'aujourd'hui, la lutte contre le chômage a été gagnée au prix d'une modération salariale, en réduisant les charges sociales, en baissant le taux marginal de l'impôt sur le revenu et en rendant le retour à l'emploi plus attractif. Bien sûr, il y a des différences importantes entre la France et l'Allemagne. D'abord, la démocratie. Mais l'Allemagne n'est pas unique. Quand on regarde l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ils ont tous réussi des éléments importants sur l'emploi avec des réformes du marché du travail. Et en Finlande, le pacte de compétitivité qui vient d'être mis en place au printemps repose sur les mêmes ressorts. Donc directionnellement, on connaît bien les réformes qu'il faudrait faire pour arriver à résoudre ces questions tellement importantes du chômage. Est-ce qu'on peut attendre cela de l'État et pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas ? Sans doute parce que l'État ne peut rien décider, il peut proposer, mais pour qu'ensuite il faut que ça soit accepté par le corps social. C'est pas une question politique à proprement parler. En Allemagne, les réformes elles ont été faites par une coalition entre les socialistes et les écologistes. En Espagne, elles ont été commencées par la gauche, terminées par la droite. En Finlande, elles ont été faites par une coalition entre les conservateurs et les eurosceptiques. Donc on voit que ce n'est pas une question politique. Par contre, dans tous ces pays-là, à un moment donné, il y a eu un consensus. Et clairement, ce consensus, c'est ce qu'il n'y a pas aujourd'hui en France. Et on le voit quotidiennement avec la loi travail, les difficultés de mettre en place la loi travail. On peut se demander comment est-ce qu'on peut retrouver un consensus en France. Sans doute qu'il faudrait consacrer une année entière du cercle des économistes, peut-être même 10 ans entiers des cercles des économistes, à comprendre pourquoi on n'arrive pas à créer un consensus en France. Mais est-ce que d'abord, simplement, il ne faudrait pas s'interroger sur nos institutions ? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'interroger sur un système politique qui bipolarise la vie publique, qui conduit à des alternances honnêtement destructrices entre la gauche et la droite, dans lequel l'objectif de chaque camp est de lutter contre les réformes de l'autre et de les démolir? Est-ce qu'il ne faut pas repenser le scrutin majoritaire pur? Est-ce qu'il ne faut pas revoir les modalités d'élection présidentielle dans lesquelles il n'y a que 2 candidats au second tour, donc nécessairement un de chaque côté et donc nécessairement antagonistes? Est-ce que pour vaincre le chômage, il ne faut pas évoluer vers des institutions qui permettent de dégager un consensus au lieu de favoriser les clientélismes? Merci beaucoup. Bien, alors, est-ce que l'État peut être créateur de consensus ou alors est-ce que c'est un arbitre de l'efficacité? Et finalement, ça passerait donc par des réformes institutionnelles profondes, on verra ça. Des réformes institutionnelles, on en a fait au Brésil, hein, Eduardo, récemment. Peut-être trop, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Mais je pense que votre regard sur le rôle de l'État dans un grand pays, un immense pays qui est fédéral par ailleurs, et sur la situation européenne, va nous être quand même particulièrement précieux parce que ici vous êtes détendu, vous pouvez dire à peu près tout ce que vous souhaitez, hein, c'est peut-être plus compliqué sur place, donc vous pouvez y aller, lâchez-vous. Comment est-ce que vous voyez la situation en Europe vue depuis Rio de Janeiro? Ouais, j'aime bien parler du Brésil et je commence par une citation. Le plus grand soin d'un bon gouvernement devait être d'habituer peu à peu les peuples à se passer de lui. Cette citation tant exploitée de Tocqueville me vient toujours à l'esprit lorsque je me vois confronté aux excès d'intervention de l'État dans l'économie brésilienne. La gauche à mon pays croit encore que tout doit tourner autour d'un État fort et pourvoyeur. Cette vision, elle est à l'origine de la crise dans laquelle nous avons été plongés
par une politique économique dont l'idéologie remonte à des débats qui ont lieu il y a déjà plus de 50 ans. Pascal Lamy a dit « Le Brésil a créé ses propres problèmes ». Et c'est bien vrai. Nous avons élu et réélu une présidente dont les convictions idéologiques ont été forgées au début des années 60. La débâcle macroéconomique du pays est résultat de cette idéologie déchue. Si Dieu m'était appelé à répondre à la question soulevée par notre panel, elle répondrait certainement « Oui, l'État peut tout. Il peut intervenir à sa guise sur le change, augmenter les dépenses du gouvernement sont une contrepartie de la recette, valoriser le salaire minimum sans gain de productivité, imposer des prix de façon artificielle. » Le débat, le résultat de cette intervention presque absolutiste dans notre économie est à l'origine de la crise où se trouve plongé le Brésil. Le PIB aura chuté de presque 10% en 2 ans. La gestion Rousseff a fait envoler les indices de chômage et d'inflation et a porté la dette publique en palier de 15% de PIB. La perte d'investment grade a été l'aboutissement prévisible de cette interminable séquence de décisions défavorables. Le tableau brésilien devient encore plus aigu du fait d'englober par surcroît la crise politique la plus grave des 2 dernières années au moins. L'opération Lava Jato, qui occupe les médias internationaux sur le Brésil, a levé le voile sur un modus operandi d'un immense réseau de corruption incrusté au sein de l'État brésilien. L'investigation en avance à tel point que la politique est aujourd'hui la grande ennemie de l'économie brésilienne. Tous les jours, le Brésil est surpris, mais tous les jours même, par des nouvelles implications de cette enquête. Ce sont des scandales en série qui atteignent les hommes politiques de tous les partis et dont la magnitude est de tel ordre que le lendemain devient imprévisible. C'est plongé dans ce scénario que le Brésil cherche à reconstruire une économie dévastée. Christine Lagarde a fait remarquer qu'il était en période d'éliminer l'incertitude et de restaller la politique macroéconomique sur terrain stable. Voici donc l'effort dans lequel le Brésil s'est engagé depuis l'éloignement de Rousseff. La nouvelle direction de la politique économique est entre d'excellentes mains des personnes de la plus haute qualité et respectabilité. Il est donc possible d'affirmer qu'un processus effectif de révision du rôle de l'État brésilien est aujourd'hui en marche. Beaucoup de nos défis sont semblables à ceux auxquels la société française est confrontée. La nécessité de réduire considérablement les dépenses publiques, de lever l'âge minimum de la retraite, de flexibiliser les relations de travail et de faire face aux coûts de la sécurité sociale sont des thèmes connexes de l'ordre du jour des 2 pays. La différence est que la scène de la crise brésilienne se passe dans un pays plus pauvre, socialement injuste, et immergé dans un contexte d'incertitude politique. La bonne nouvelle, car il y a aussi de bonnes nouvelles au Brésil, est que la macroéconomie est clairement sous révision. La réduction drastique des dépenses publiques et la rationalisation des activités de l'État sont d'ores et déjà tenues comme des priorités. Les déséquilibres de la sécurité sociale et la rigidité de la gestion du travail sont combattus sans trêve. Un vigoureux programme de vente des actifs publics et de concessions est en cours de déclenchement. En quelque sorte, le Brésil a fait la paix avec un modèle qui s'est révélé efficace pendant 20 ans. À cette époque, le pays avait adopté des réformes structurelles qui ont réduit la présence d'État et ont assuré d'importantes gains de productivité. Aux années 90, des entreprises publiques ont été privatisées de façon réussie et a permis l'État de se concentrer sur des fonctions d'agent normatif et régulateur. Le modèle a été dénaturé au cours du gouvernement
Rousseff, mais un État plus en ligne avec le gouvernement socio-démocrate commence à se déboucher. Dans un pays comme le Brésil, on subsiste des sérieux déséquilibres sociaux. Les personnes dépendent encore de l'État, mais ce qu'on le souhaite est un État à la fois solidaire, s'occupant du domaine fortement démuni, tel que la santé, l'éducation et de la sécurité, mais cependant limité aux actions de régulation en présence d'un agenda de vieillissement. Le Brésil espère que ce nouvel État, encore en cours de refonte, s'installe pour rester et permettre la mise en place d'un nouveau cycle de stabilité et de prospérité dans le pays. Merci bien. Merci, Eduardo. Voilà. Et finalement, on compte quand même sur l'État, hein, si j'ai bien compris, même si on le veut discret et modeste, donc il faut toucher tout ça avec beaucoup de délicatesse, d'une main tremblante, comme disait le législateur de l'époque. Là, on a une chance très particulière, mais c'est la bonne bouche, parce qu'avec Nicolas de Cannes, qui est là, on a un Américain qui a beaucoup vécu en Grande-Bretagne et qui est amoureux de l'Europe. Alors, il va nous dire, dans ce mélange, cette espèce de clafoutis, comment se positionne sa vision de l'État. Faut-il que l'État soit partout, à la mode américaine, loin, pas loin, à la mode française, à la mode européenne? Ça va être assez intéressant. Nicolas, on le met où, l'État? Je suis gâté parce qu'on vient de m'offrir 2 micros, mais bon. C'est peut-être trop. Oui, alors je vais en prendre un seul, je vous remercie. Alors je vous propose, c'est déjà fait dans une certaine mesure, d'élargir la question au-delà de la France et au-delà de la conception française de l'État. Que peuvent et doivent décider les pouvoirs publics au sens large? Un peu ce que Pierre a donné en introduction. Mais retournons la question aussi, posons-la plutôt du point de vue des acteurs qui ne sont pas l'État, justement. Des acteurs qui ne sont pas les pouvoirs publics, les acteurs non étatiques. Ces acteurs non étatiques comprennent un éventail bien plus vaste et bien plus ancien que ce que l'on conçoit d'habitude. Aristote était un conseiller sur la sécurité nationale d'Alexandre le Grand. Saint-Remy sacra Clovis. Le pape couronna Charlemagne. La première organisation intergouvernementale fut créée par le Congrès de Vienne. Après la Grande Guerre, les think tanks Chatham House et le Council on Foreign Relations ont été fondés par les délégations britanniques et américaines au traité de Versailles. Après la Deuxième Guerre, les entreprises multinationales, les médias internationaux se répandent et plus encore suivant la fin de la guerre froide et la mondialisation. Donc, organisations non gouvernementales, régions, cantons, provinces, global cities, ONG, think tanks, universités, souvent privées, entreprises, start-up, cabinets d'avocats et de services professionnels, Mania et groupes médias, stars et acteurs culturels, médias, pardon, pas les médias j'ai déjà mentionné, mafia et terroristes, donc des... C'est... Pour l'instant. Voilà donc dans cette liste autant d'acteurs avec lesquels il faut composer pour décider, pour que l'État puisse décider et pour que les autres puissent décider. Nous vivons en fait l'amalgame entre le système westphalien en place depuis 1648 et d'État-nation et un monde globalisé où chacun d'entre nous détient des pouvoirs de décision ou du moins d'influence. Et la légitimité est conférée spontanément par chacun et souvent beaucoup plus, même à tort, aux acteurs non étatiques qu'au pouvoir public. L'histoire des acteurs non étatiques, donc, est une histoire de montée en puissance, d'épanouissement, d'empowerment de tout ce qui n'est pas l'État.
Alors, qu'est-ce qui sépare les rôles que doivent jouer les pouvoirs publics et tous ces acteurs non étatiques? Seuls les États ont le droit légitime et reconnu de faire des lois, de les mettre en œuvre et de les faire respecter. Seuls les pays ont le droit légitime et reconnu de faire la guerre. Ainsi, les États jouissent d'un rôle régalien dans le domaine sécuritaire et on compte sur l'État. Pour le reste, et c'est un peu ce qui a imprégné les propos de Jean-Charles tout à l'heure, de Philippe Val hier soir, de Bruno Lafont hier soir, pour le reste, il faut trouver le moyen de travailler ensemble et que chacun puisse apprécier les valeurs et les atouts de l'autre. La COP 21, en décembre dernier, rassemblait le plus grand nombre d'États jamais réunis dans une conférence internationale et le plus grand nombre d'acteurs non étatiques. Parmi les acteurs non étatiques, les entreprises, et c'est là où j'aimais bien ce que j'entendais de Philippe Val et Bruno Lafont hier soir, parmi les acteurs non étatiques, les entreprises ne peuvent pas se contenter de cocher les cases de la responsabilité sociale d'entreprise. Elles doivent comprendre que s'engager n'est pas nécessairement faire de la politique. Et elles doivent s'engager. Les acteurs non étatiques représentent aussi souvent la partie la plus créatrice d'une société. En France, l'État compte pour 56% du produit national. En Allemagne, 45%. En Suisse, 34%. Dans les pays les plus compétitifs, le secteur privé pèse plus, le secteur public moins. C'est là où l'État est le plus lourd qu'il devrait en fait le moins décider. Et surtout le moins décider seul, afin de libérer les énergies, justement, des acteurs non étatiques. Nous avons fait à l'Atlantic Council un symposium et une étude sur la compétitivité comparée entre la France et les États-Unis. Sur cette comparaison bilatérale, je veux bien en parler pendant les questions, mais cet exercice a révélé aussi que les nations et les sociétés qui réussissent le mieux sont celles où les parties prenantes se respectent le plus, travaillent en amont le plus, travaillent ensemble le plus, se concertent le plus et se font confiance le plus. Et il y a un pays voisin qui est la Suisse, qui marche très bien comme ça, et donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire en France et dans bien d'autres pays, à commencer par les États-Unis. Alors, dans nos démocraties, nous attendons toujours des dirigeants politiques qu'ils fournissent le leadership de la communauté nationale. Donner l'exemple de travailler ensemble avec tout ce qui n'est pas l'État, le plus systématiquement, le plus durablement, le plus harmonieusement, voilà ce que pourrait décider l'État. Bien. Ben, très naturellement, et vraiment les choses s'enchaînent, je pense, tout à fait harmonieusement, puisqu'on vient de voir l'éventail des possibilités ouvertes par Nicolas, et en particulier sur l'étatique et le non-étatique, les tierces parties, les fameuses parties prenantes de la vie sociale, de la vie économique et donc de la vie politique à travers une nation. Et des nations, ben, il y en a 28 autour de vous, Pervenche, et donc au Parlement européen. Et donc, est-ce que ces fameux consensus que viennent d'évoquer Nicolas, qui pourraient faire nation, qui pourraient faire État européen, est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce que c'est facile à construire? Ou est-ce que c'est finalement une utopie sympathique faite par des intellectuels très rêveurs dans des bureaux éloignés de la réalité? Consensus, on peut toujours y arriver. La question, c'est de savoir à quel est le niveau de consensus et est-ce que ça correspond aux besoins de ceux qui sont sous la responsabilité. L'État peut-il tout décider? J'ai l'impression que c'est quasiment une question de philosophie politique. Donc en 7 minutes, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Donc je vous propose simplement de vous répondre avec un petit tweet
puisque juste après le Brexit, j'ai publié une tribune dans laquelle j'indiquais que ce vote du peuple britannique mettait sans doute fin, quand même, au sein de l'Union européenne, à une certaine conception de l'intégration européenne, liée à l'idée que le marché intérieur pouvait tout. Et quelqu'un a répondu à mon tweet, dans lequel je faisais la promotion de cette tribune, en disant oui, le marché ne peut pas tout, mais il peut toujours plus que les États. Or, nous sommes exactement devant un moment où la question du cadre nouveau dans lequel les acteurs économiques vont intervenir sera déterminée par une négociation entre États. Et je crois que ce que demandent les acteurs économiques aujourd'hui, normalement, s'ils sont cohérents avec leur plaidoyer permanent, c'est de réduire au maximum les incertitudes. Ce qui suppose pour cela que les États soient entendus et que le politique agisse vite au nom de la démocratie, non pas contre les marchés, mais à la place des marchés. Et moi, je vous formule j'interviens ici comme politique, comme européenne, donc je dois être un animal rare autour de la table, et je vous le dis, si entre la démocratie et les marchés, ce sont les marchés qui l'emportent, alors nous allons vers des jours mauvais. Cela suppose que les politiques écoutent ce que les acteurs de marché ont à dire, mais il faut aussi faire entendre ce qui s'est passé dans le vote britannique. Et de ce point de vue, qu'est-ce qu'on apprend sur le rôle des États? Parce que vous avez dit, Nicolas Duncan, qu'au fond, on pouvait presque parler, non pas des États, mais des pouvoirs publics. Il se trouve qu'un jour, une fois où on a réformé les statuts du Parti socialiste, j'ai proposé à la place du rôle de l'État de mettre le rôle de la puissance publique, avec cette idée que les fonctions françaises que nous aimons mettre dans la conception de l'État, la fonction régalienne, la fonction de redistribution, qui n'a pas encore été évoquée du tout ce matin, le rôle d'acteur des services publics, qui est quand même dans ce pays une fonction essentielle attribuée à l'État, eh bien toutes ces fonctions devaient être imaginées aussi comme étant possibles au niveau européen. Et c'est là où on rentre totalement dans une ambiguïté qui, malheureusement, aujourd'hui, a cessé d'être productrice. Parce que cette transposition d'un modèle étatique que beaucoup de Français ont rêvé au niveau européen ne fonctionne pas et l'État est en tension permanente. Je veux juste prendre un angle qui est cohérent avec la rencontre dans laquelle nous sommes, la rencontre des économistes, qui est celui du pacte de stabilité et du passage à la monnaie unique, à l'euro. Avec le passage à l'euro, on fait ce que notre intervenant introductif nous propose, qui est la coordination. On a une monnaie européenne et on dit la politique économique reste du ressort des États et on va simplement faire une coordination au niveau européen. Eh bien, cher Pierre, le problème, c'est que ça ne suffit pas. Et que non seulement la coordination ne suffit pas, parce que les outils de la régulation n'étaient pas suffisamment construits au niveau européen, et on l'a vu dans la crise, mais en plus, ce qu'on avait laissé aux États, à savoir la question, par exemple, du pilotage de la politique économique, plutôt que d'accepter leur coordination au niveau européen, ce sont les domaines dans lesquels les États se sont crispés comme des moules sur leurs rochers, qui a conduit à ce que ce qui devait être coordonné devienne l'outil le plus radical de la compétition et de la non-coordination. Et je crois qu'une des grandes difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est cette source de tension qui va s'aggraver. Je suis désolée de ne pas vous remonter le moral, mais on a fait l'euro au milieu du gué. Et aujourd'hui, pour des Français, on le voit bien, on dit toujours il faut l'harmonisation fiscale et les normes sociales minimum. Mais on n'a pas créé le climat de confiance nécessaire
pour que ces avancées qu'on avait imaginées comme étant des avancées au petit pas soient possibles. Et donc aujourd'hui, on est devant une question de l'État européen. C'est un mot beaucoup trop ambitieux pour être prononcé, mais enfin ici, je pense pouvoir le faire, mais de la transposition d'une puissance publique européenne. Si la méthode des petits pas ne marche pas, si la question de l'approche globale de ce que c'est que de partager une monnaie qui est en réalité fondateur d'une union politique, si on est cohérent, alors il faut cesser cette méthode des petits pas et être clair sur le cadre dans lequel on doit intervenir, qui est un cadre où on a effectivement de l'harmonisation fiscale et de la définition de normes sociales. Mais ce grignotage, qui en réalité dans notre pays renvoie au débat très lié chez nous, un terme qui n'a pas encore été évoqué non plus, je le mentionne simplement pour qu'on l'ait en arrière-plan, qui est la question de la souveraineté. Parce qu'en France, souveraineté et État sont totalement associés, ce qui est peut-être assez cohérent. Mais cette question de la définition du partage de souveraineté cohérent avec le passage à l'euro est un débat qu'on n'a pas pu faire au moment de Maastricht, qui depuis a conduit à un recroquevillement des États sur ce qui devait être coordonné, alors même que nous rentrons dans une période où la question du Brexit nous oblige à regarder comment est-ce qu'on passe d'une logique de marché intérieur et de monnaie unique à une logique d'une monnaie unique conduisant vers une union politique, et où les défis nouveaux qui sont posés sont des défis où le cœur de la fonction régalienne de l'État est attaqué. Je pense à la question de la lutte contre le terrorisme et à la question de la lutte contre l'évasion fiscale. Dans ces deux domaines, que ce soit la fonction de renseignement ou la fonction du registre fiscal, enfin donc du fichier des agents imposés, c'est vraiment le cœur, ce sont les joyaux de la couronne de la fonction étatique. Or, aujourd'hui, si on garde des frontières sur ces deux fonctions, ce sont les adversaires de la démocratie, de l'état de droit, qui seront les gagnants. Donc c'est le cœur de la fonction régalienne aujourd'hui sur lequel on a besoin de travailler pour dépasser la fonction étatique. Voilà un aperçu d'une réponse qui suppose un tout petit peu plus qu'un tweet, mais un peu plus aussi que 7 minutes. Merci. Merci Pervenche. On va bien évidemment, comme promis, ouvrir le débat avec vous. Et vous le savez, lors des rencontres, la première question est posée par un des lauréats étudiants qui doit être... Où est Franck ? Franck est là. Voilà, vous avez Franck Duby, qui est un brillant étudiant. Il est lyonnais, je crois, c'est ça ? En tout cas pour ses études, c'est ça. Et qui va donc poser la première question à notre panel. Et le panel répondra en fonction de ses sensibilités. Franck. Merci, Monsieur Mélanto. Donc, vous avez beaucoup parlé dans vos interventions de l'importance et du rôle des entreprises. J'aimerais me concentrer un peu plus sur le rôle des multinationales dans ce monde globalisé, dans ce monde avec des États qui sont contestés, de plus en plus contestés, et avec des frontières qui s'effacent également. Quel est, selon vous, le rôle des multinationales dans ce monde éclaté, d'États contestés ? Parce qu'on voit, les multinationales font de plus en plus chanter les États, ils font jouer de la compétition économique entre les États, et maintenant on parle de plus en plus non plus de guerre armée, mais aussi de guerre économique. Par exemple, une guerre entre la Chine et les États-Unis, elle passe par une guerre entre Amazon et Alibaba, une guerre entre l'Amérique et l'Union européenne, elle passe entre Boeing et Airbus. Comment vous voyez ce nouveau rôle des entreprises ? Peuvent-elles remplacer les États ? On a compris, Franck, je crois. Donc, on a compris qu'il y avait des tensions et qu'il y avait une transposition de ce qui était avant des bonnes castagnes militaires avec des violentes mais beaucoup plus discrètes batailles économiques et industrielles. Alors, qui veut donner une première réponse ? Alors, on va commencer par le bout, Nicolas, et ensuite, on aura Patrick. Je dirais que la situation des multinationales est extrêmement confuse. Et je vous renvoie aux propos de Pierre-André Chalandard hier soir, où il expliquait que le pilote
entre qui est le pilote entre l'État et l'économie, enfin entre le politique et l'économique, il disait que c'est clairement le politique. C'est pas du tout clair. Pas du tout clair. En fait, et c'est ce que je disais dans mes propos, à mon avis, les entreprises multinationales doivent se rendre compte qu'elles sont, par définition, des acteurs non étatiques dans les relations internationales. Elles n'ont pas uniquement un rôle industriel, elles ne sont plus redevables uniquement auprès de leurs actionnaires, mais elles ne sont plus redevables uniquement aux différents groupes qu'on a convenu d'appeler des stakeholders ou des parties prenantes. En fait, ces entreprises multinationales, d'ailleurs la même chose est vraie des entreprises nationales, mais qui n'ont souvent pas la même taille, ces entreprises multinationales ont un rôle de citoyens institutionnels, et elles sont très en retard, à mon avis, dans la conception et la mise en œuvre d'une stratégie que l'on peut appeler une stratégie de positionnement stratégique de l'entreprise dans ce rôle-là. Et cela voudrait dire qu'il faut concevoir une autre façon de... Patrick Pouyanné, récemment à un déjeuner de l'Institut de l'entreprise, expliquait deux choses. C'est donc le PDG de Total. Et il disait qu'il avait rencontré Vladimir Poutine en face à face 4 ou 5 fois depuis 1 an et demi. Il expliquait aussi que Total, en fait, n'était pas un État, n'était pas un acteur dans les relations internationales, mais subissait, dans une très large mesure, à quelques exceptions qu'il avait soulignées, subissait les relations internationales. Les deux ne se réconcilient pas. Et donc, il faut que les multinationales aillent, comme je disais, bien au-delà de cocher les cases sur la responsabilité sociale d'entreprise et se rendre compte que nolens volens, ils sont acteurs dans les relations internationales. Patrick, un mot sur ce que nous dit le juriste. Je pense que dans un état de nature, une entreprise multinationale, si tant est qu'elle existe, elle a pour but de faire du profit, son rôle est de faire du profit, et je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. À partir du moment où il y a les règles de droit, tout change. Et je crois qu'on peut regarder la chose sous 2 angles. Le premier angle, c'est que si on a une uniformité, une relative uniformité des règles de droit au niveau mondial, on a une première efficacité dans l'entreprise multinationale qui est simplement l'économie d'échelle. Elle va pouvoir faire des investissements qu'elle va rentabiliser à un niveau extrêmement large, à un niveau planétaire, et donc elle va contribuer au progrès économique grâce à cette uniformité des règles. Donc c'est une contribution qui va, cette fois, au-delà du simple fait de dégager des profits et qui, au fond, est le résultat de l'existence d'un cadre juridique. Et puis après, on peut aller au-delà, c'est-à-dire que si ce cadre juridique oblige l'entreprise multinationale à agir dans des conditions et avec des objectifs qui sont conformes à des éléments d'intérêt général, elle va le faire à condition, évidemment, que pour maximiser son profit, elle ne soit pas conduite à contourner ces règles par une optimisation, si les régimes sont trop hétérogènes. Et donc, il faut un minimum de convergence entre les règles juridiques qui sont appliquées dans les différents États pour qu'à un moment donné, un seuil se déclenche et que l'entreprise réoriente sa politique. Je vais vous donner un exemple qui se trouve que c'est ma spécialité principale, qui est le droit de la concurrence. Au fur et à mesure que vous avez eu dans des grands pays, d'abord les États-Unis, puis l'Union européenne, le Japon, etc., un droit de la concurrence, l'interdiction des cartels, des ententes entre entreprises concurrentes. Les entreprises multinationales, ayant pris un certain nombre de coups sur la tête, il faut dire les choses en face, ont construit des programmes de respect du droit de la concurrence. Et petit à petit, le nombre d'États dans le monde qui se sont dotés d'un droit de la concurrence ressemblant à ces premiers modèles a augmenté. À un moment donné, un seuil a été franchi. Et les multinationales ont fini par se dire « je veux un droit, je veux en interne un programme de respect du droit de la concurrence qui soit mondial. Je ne vais pas m'amuser à dire on le respecte
aux États-Unis et on ne le respecte pas au Guatemala. C'est trop compliqué pour moi. Et donc, à un moment donné, quand l'harmonisation ou le rapprochement des cadres juridiques atteint un certain seuil, alors l'entreprise devient un moteur. Même lorsque le droit n'existe pas dans un État donné, elle va se mettre à respecter son principe, sa logique, parce que c'est beaucoup plus simple pour elle d'agir avec une organisation. Mais donc on voit bien que le rôle de l'entreprise est extrêmement dépendant de l'existence d'un cadre juridique qui lui est extérieur, et si possible, d'un cadre juridique suffisamment homogène, cohérent au niveau international. Et on se retrouve donc dans ce cadre-là, Pervenche, avec la nécessité d'une entente interétatique, puisqu'on parlait d'État quand même, sur une définition à peu près acceptable par l'ensemble des différentes communautés économiques ou sociales de ce droit. Et ça marche ? Je pense que la question de la concurrence est une question qui a été justement mise sur la table. Le paradoxe, c'est que le droit de la concurrence a été quand même toujours promu par l'entreprise comme étant le meilleur rôle de coordination que l'État pouvait assurer pour permettre aux acteurs de marché de bien fonctionner. Or, aujourd'hui, la meilleure arme qu'ont les États contre les entreprises qui dépassent l'exercice de leur pouvoir, d'une certaine manière, c'est quand même le droit de la concurrence. Et on voit bien comment est-ce qu'au niveau européen, le fait d'avoir une commissaire aujourd'hui libérale, parfaitement cohérente par rapport à cet agenda libéral de permettre aux acteurs d'être en situation, joue un rôle important. Et sur la question fiscale, où là aussi, parce que quand on parle des multinationales, je pense que la question de l'évasion fiscale est quand même un élément absolument en haut de la liste de ce pourquoi on veut intervenir. La question fiscale, aujourd'hui, elle se nourrit de la complicité des États, qui ont du mal à faire l'arbitrage entre une application stricte et rigoureuse du principe de coopération entre eux pour dépasser ces espaces d'évasion fiscale entretenus par les multinationales et dont les principaux bénéficiaires dans ces conditions sont les États. Donc je crois que là, il y a un angle... mais le fait que les États s'appauvrissent et qu'ils doivent répondre quand même à un certain nombre de fonctions, parce que sinon il n'y a plus d'État, me semble-t-il, est en train de nous permettre de franchir ici ou là quelques pas significatifs. J'espère que ça va continuer, parce que sinon on est dans un mécanisme. Moi j'ai été très frappée quand Lehman Brothers chute. Goldman Sachs s'en sort. Et pourquoi est-ce que Goldman Sachs s'en sort? Parce qu'ils sont sortis du marché des subprimes 4 mois avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont un réseau d'information, de supervision interne bien supérieur, y compris à des autorités de supervision aussi importantes que celles que détenaient les États-Unis. Donc la question de la mobilisation pour la coordination, pour la structuration de vrais outils de régulation est une question évidemment qui se pose et sur lequel, je crois, on est parfois en train de bouger, mais c'est parfois parce qu'il faut beaucoup de persistance et de détermination pour pouvoir le faire. Merci. Vous voulez dire un mot, Oui, Eduardo? oui. On va essayer d'être bref parce que je voudrais que la salle ensuite puisse intervenir et il Mais nous reste peu de temps et Pierre ensuite doit faire la synthèse. Donc on a beaucoup Les discussions sont de choses à faire encore. très intéressantes. Je veux bien faire 2 remarques. La première, c'est la suivante. Les multinationaux en être comme des petites boîtes, petites sociétés dans un pays. Ils ont sorti de son pays à cause de son succès, de son profit, de croissance, des emplois, tout ça. Donc, tous les multinationaux, à mon avis, sont bienvenus à tout le monde, à tous les pays, parce qu'ils amènent la richesse pour ce pays. Ils sont en train de travailler. Par exemple, un rôle important des multinationaux, au Brésil, à Rio, nous sommes la siège, nous appelons le club de la société française, et les sociétés françaises s'assoient à une table pour raconter les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours pour faire du business. Et nous aidons les sociétés pour y aller au gouvernement. S'il vous plaît, monsieur, ici. Bon.
C'est une façon de faire. Les multinationaux aident beaucoup. Comme je ne suis pas, la deuxième remarque, comme je ne suis pas politicien, je ne suis pas avocat, je suis entrepreneur, ingénieur, j'aime beaucoup la définition des choses. Et j'aime bien faire ici, avec politesse, une petite provocation à madame. Je viens d'un tout petit pays en développement, le sud du monde. Mais quand vous avez parlé, le politicien préfère réagir à la démocratie, si vous faites la comparaison avec le marché, je demande à moi-même, quoi c'est le marché? Pour moi, le marché, c'est le suivant. C'est l'emploi, c'est les revenus pour les personnes, sont des meilleurs salaires. Et avec, sans les industries, sans les sociétés, c'est impossible de créer des emplois. Et les employeurs qui vont être l'acheteur des autres choses, qui est troisième société, produit. Donc, je ne sais pas, parce que le Brésil, il existe beaucoup de personnes qui disent des paroles semblables. Il faut, ici, les jeunes sont ici, applaudir exactement cette expression, il faut discuter un peu de quoi nous sommes en train de discuter. Merci. Okay. Oui, on est d'accord, mais simplement, après, il faut que les entreprises payent leurs impôts là où elles font leurs profits. Ah bon, non, pardon, j'ai oublié une chose très importante. Non, pardon. Non, je suis complètement d'accord. J'ai ici écrit l'évasion fiscale. Non, ça pour nous, au Brésil, c'est très important. J'ai la preuve, Eduardo, je le lis. Pour non, vous tous, c'est écrit. Il avait souligné le thème. Tout le scandale au Brésil c'est en train d'être résolu grâce à l'ouverture des banques aux extérieurs, plus importante ici en Suisse. Autrement, c'était impossible de mettre en prison les bandits. Allez, la salle. Monsieur, vous avez été le premier à vous manifester. Oui, je vous en prie. Vous avez un micro juste à côté de vous. Merci beaucoup. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, Dr Mbaye, Université de l'excellence africaine à Dakar. Je voudrais intervenir en partant de sa conclusion où elle dit qu'il faudrait que les entreprises payent les impôts là où elles font du profit. Et parfois j'ai peur quand je dis, faut-il laisser, l'État peut-il décider de tout? Quand on veut laisser vraiment le marché régulé, parce que nous l'avons vécu en Afrique, là où il y a eu moins d'État, mieux d'État, c'est ce qu'on nous disait, et ça a contribué à réguler, à déstructurer l'ensemble du marché des pays africains. Nous avons aujourd'hui les conséquences qui sont visibles. Nous avons le chômage, nous avons une population jeune qu'il faut nourrir, loger, éduquer, sans contrepartie immédiate de production. Et aujourd'hui, nous voyons que l'absence de l'État a créé une situation qui est telle que beaucoup de jeunes, la migration que vous voyez aujourd'hui, est une conséquence du désengagement de l'État, parce que nous l'avons vécu, les programmes d'ajustement structurel, à partir de 1984. Il y a eu beaucoup de programmes où on disait à l'État, moins d'État, mieux d'État. On ne veut pas de l'État. Et nous l'avons appliqué. Si aujourd'hui, on veut que ce système-là soit encore défendu quelque part, est-ce qu'une situation inverse ne risque pas de se poser ? Très bien. Voilà la première question. On va en prendre 2 ou 3 et ensuite on va répondre d'une manière plus globale. Monsieur ? Alors, les jeunes d'abord, on change, allez, on y va. Prime à la jeunesse, allez-y, vous allez payer nos retraites, alors allez-y. Hein. En fait, à part... ça, on ne sait pas encore. J'espère, enfin, on va être découragés à la fin. À part quelques exceptions, depuis hier, j'ai simplement entendu, donc, de la part des intervenants et des modérateurs, l'État comme étant présenté comme une entité supérieure, neutre, bienveillante. Ouais. Et dans l'action, j'ai écrit la question parce que c'est un peu long. Et dans l'action, bien sûr. Dont l'action en fait aurait pour but l'intérêt général et permettrait de résoudre les divergences parmi les acteurs économiques. Mais qu'est-ce que l'État si ce n'est l'alliance entre la classe politique et l'administration avec leurs propres intérêts
et alors qu'ils sont soumis eux-mêmes à de larges pressions. Je voulais citer l'économiste français Frédéric Bastiat, qui dit que l'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Donc si il faut que l'État surveille le marché, qui doit surveiller l'État? Ok. Deuxième question. Bastiat revient vraiment à la mode. En ce moment, on l'avait oublié pendant 25 ans, professeur d'orchestre, puis il revient. Je ne sais pas pourquoi, c'est la grande mode. Oui. Monsieur, pardon, allez-y. C'est moi qui ai le micro. Donc oui, alors profitez-en. Voilà. J'en profite. Premièrement, merci pour les thèmes qui ont été avancés, notamment la relation entre consensus, efficacité institutionnelle et efficacité économique. À mon avis, il y a beaucoup à dire et on peut en dire beaucoup plus. Deuxièmement, une chose m'a paru absente, c'est que l'ordre mondial tel qu'il est décrit ne me paraît pas aussi neutre, aussi innocent. Pour faire très court, et c'est la question que je pose, il me semble qu'il y a prépondérance américaine mondiale, qu'il y a prépondérance allemande en Europe, et tout ça structure la façon dont demain matin les choses marcheront. Je n'ai pas entendu parler des relations d'hégémonie et de prépondérance. Et ça concerne l'État. Ok, merci. La dernière. Oui, présentez-vous. Bonjour, s'il vous plaît. Antoine Lévy, étudiant à Normal Sup et HEC. Ma question s'adresse en partie à Nicolas Duncan. N'ayez pas honte de dire Normal Sup et HEC. En partie à Nicolas Duncan et Pervenche Berès. J'ai trouvé intéressant la remarque de M. Duncan, selon laquelle il fallait peut-être s'éloigner un peu de la conception très française de l'État. Et à l'inverse, on a parfois l'impression que les représentants français au niveau européen, qu'ils soient parlementaires ou ministres au Conseil européen, tendent à vouloir étendre le modèle français à l'échelle européenne. Autrement dit, l'Europe devrait être une grande France et la conception de l'État européen s'aligner sur le jacobinisme français, la centralisation et parfois l'interventionnisme. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup à apprendre de certaines remarques sur l'État modeste que les Brésiliens, mais aussi les Suisses ou les Allemands nous font fréquemment, et plutôt que de vouloir imposer notre propre modèle? Voilà des questions un petit peu longues et des réponses plutôt toniques, très rapides. On en a 4. La première était particulièrement intéressante de notre ami tout au fond de la salle. Est-ce que l'État doit être calibré et vu différemment en fonction finalement de sa situation propre, de son état de développement économique et social? Quand on dit moins d'État, est-ce que ce n'est pas un luxe de pays riches? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi considérer que plus d'État, dans certaines situations, c'est la bonne solution? Pierre, peut-être. Alors Jean-Charles, Pierre? Oui, bon, moins d'État, c'est vraiment ce que nous désirons tous. Parce qu'il faut bien reconnaître que le rôle de l'autorité, c'est quelque chose qui est toujours pesant. Mais il faut bien comprendre que malgré tout, l'État a un certain nombre d'utilités. Je voudrais surtout qu'on perde l'habitude d'opposer systématiquement l'État et le marché. Pourquoi? Parce que, d'abord, le marché sans l'État, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui a été dans la tête de théoriciens, en particulier de Bastiat d'ailleurs, mais ça n'existe pas parce que c'est l'État qui a institué les marchés historiquement, théoriquement et pratiquement. Pas de marché sans une régulation étatique. Elle est là. Et deuxièmement, parce que, ne nous y trompons pas, quand je disais pour m'amuser que l'État peut tout, c'est un État totalitaire qui croit pouvoir tout. Et effectivement, on en a parlé au cours de la discussion. Mais toutes les décisions qui sont prises par l'État, et par l'État en particulier, transitent forcément par le marché. Transitent par un marché, c'est-à-dire que les décisions qui visent un certain but arrivent, après cette transposition via le marché, à autre chose que ce qui était prévu. C'est très largement, d'ailleurs, la leçon de Friedrich Hayek, qui avait bien montré cela. Alors, l'État a un rôle essentiel, et le problème, et je reviens d'ailleurs sur ce que je disais en introduction, le problème, c'est qu'on n'a pas ça au niveau international, ni au niveau communautaire, et on n'est pas prêt d'y arriver, ni au niveau international, et on est encore plus loin d'y arriver, dans la mesure même où
ce serait désirable. Ceci dit, pour répondre aussi à une question, à la question de Franck sur les multinationales, qui est en relation avec la question sur l'hégémonie. L'hégémonie Question américaine. très important. Entre les multinationales et les États, et il y a un lien très fort. Elles ne sont pas au-dessus des États et elles ne sont pas indépendantes des nations. Pensons simplement aux très grandes entreprises. GAFA. GAFA, qui indiscutablement ont un lien et ont toujours eu un lien avec la mère patrie, avec les États-Unis. Et l'impérialisme américain dont on parlait tant jadis reste présent très largement, même s'il est soft, et même s'il a pris des formes diverses à travers ces multinationales. Alors c'est un premier aspect. Et le dernier aspect, pour répondre à cette question, c'est que le problème qui se pose et qui va se poser avec le traité de libre-échange, dont on n'a pas parlé, avec le TAFTA, c'est qu'on va avoir un problème de différend entre les multinationales et les États, dans la mesure où les politiques décidées par les États vont se trouver confrontées aux intérêts des multinationales qui pourraient, si le traité était accepté, intervenir devant une sorte de tribunal des différends pour empêcher cette politique des États. On va avoir cette confrontation à l'état très brutal. Excuse-moi, j'ai été un peu long. Un tout petit peu long, Pierre. Hein. Mais comme d'habitude. Quand même. Patrick, un mot sur ce tribunal d'arbitrage, mais vraiment un mot, parce que j'ai deux autres questions qui ont été posées sur lesquelles je voudrais qu'on réponde, et ensuite on va être obligé de se séparer, parce que Pierre doit faire la synthèse. Moi, je trouve toujours assez paradoxal cette révolte contre ces tribunaux arbitraux, parce que alors, personne n'a l'air de prendre conscience que le monde des pays en développement est soumis à ces systèmes de tribunaux arbitraux depuis pratiquement toujours, enfin depuis la création des institutions de Bretton Woods à peu près. Aujourd'hui, les conflits entre entreprises et des États africains, des États latino-américains se résolvent devant les tribunaux arbitraux, dont la majorité sont régulés d'ailleurs par une institution qui fait partie qui est sous l'égide de la Banque mondiale, l'ICSID, ou je ne sais plus comment ça s'appelle en français, le CIRDI, je crois. Et donc, tant que c'est pour les autres, tant que c'est pour les Africains, les Latino-Américains, on était content. Et là, brusquement, ça devient un scandale absolu. Je pense que ça pourrait faire réfléchir un peu. D'accord. Et par ailleurs, un tribunal arbitral, bon, vous savez, normalement, ça marche quand même assez bien. Chacune des parties nomme son arbitre, les deux arbitres nomment un président. J'ai un peu de mal à voir où est le scandale. On nous a posé une question sur est-ce que l'Europe, telle que nous l'avons trop souvent vue dans l'Hexagone, doit être une grande France ou vraiment autre chose. Alors, avant que Nicolas prenne la parole, on va quand même donner la parole on a un député européen, on va en profiter. Une députée. Ouais. Bon, un ministre, une ministre. Ouais. Ah oui. Une députée. Non, je voudrais rebondir sur l'arbitrage, mais je vais pas. Mais non, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Non. Au café, derrière. Moi, je ne fais pas partie de la classe politique française qui considère que l'Europe n'a qu'une manière d'aller bien, c'est de retransposer le modèle français. Mais je vous rassure, vous pouvez faire la même remarque pour tous les autres. Les Allemands veulent que l'Europe ressemble à l'Allemagne, et l'Italie, ça doit être pareil. Donc, et les Pays-Bas trouvent que le modèle néerlandais très ouvert, c'est très bien aussi. Donc la question, c'est la coordination et l'équilibre pour trouver le modèle. Et pour ça, il faut que chacun se sente bien à l'aise sur ses bases. C'est la raison sans doute pour laquelle je pense que l'Europe ne va pas très bien et pour laquelle on a besoin que chaque pays fasse son travail en faisant les deux niveaux en même temps, parce que je crois qu'aucun État... L'Europe va mal parce que les États vont mal, et inversement. Mais aucun État ne va arriver seul à trouver la solution. Donc il est obligé de faire avancer la solution sur les deux échelles. Et je vous donne juste un exemple, qui est la question du débat entre souverainisme et fédéralisme. Soi-disant, les Français sont souverainistes et ne veulent jamais de fédéralisme. Moi, j'ai vu le dernier saut qu'on a fait en matière européenne, qui s'appelle l'union bancaire,
où les Français ont été 100% fédéralistes et où leurs principaux partenaires ont été 100% souverainistes. Donc vous voyez, parfois les logiques s'inversent et j'espère qu'on va poursuivre dans la bonne direction. Ça tient souvent aussi à la qualité du résultat net bancaire du pays en question. Bon, mais voilà. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de frustration dans la salle. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été mises à jour. On est tout de suite, on va être obligé de céder la place parce que derrière, on a des camarades qui ont aussi une session. Pierre doit faire une petite synthèse quand même de nos débats, rapide, et on vous remercie tous. Très bien. Ça sera une synthèse très courte parce que nous n'avons plus de temps. Ce que je voudrais dire à propos de coordination, il faut aussi un autre mot, c'est le mot de compromis. On a beaucoup parlé de souveraineté. Et effectivement, le partage de la souveraineté est une nécessité. On a abandonné la souveraineté monétaire en Europe, du moins dans la zone euro. Et on nous dit, et à juste titre, qu'il faudrait qu'il y ait un rééquilibrage qui se fasse et qu'on limite la souveraineté aussi sur les questions budgétaires, fiscales, parafiscales, sociales. Oui. Mais il faudra bien que tout le monde comprenne, et en particulier les Français, qu'il y faudra des compromis et qu'ils ne seront pas tous gagnants. Et que quand on voudra mettre ensemble tous les systèmes sociaux et tous les systèmes fiscaux, il faudra arriver à un juste équilibre. Et que ce juste équilibre, en particulier sur le plan social et fiscal, ce ne sera pas celui que désirent les Français. D'où un risque fondamental, surtout à une époque de Brexit. Merci Pierre, encore de l'optimisme. Oui. Décidément, on aura passé une matinée où il y a beaucoup plus de questions qui nous interrogent que de réponses. Mais c'est le jeu. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir été attentif et merci bien évidemment à nos invités.